This meeting is now being recorded. So, je m'appelle Monica Kerrigan et je suis conseillère principale à PS 2020. Plus de 4 mois se sont écoulés depuis notre rencontre à Chiang Mai, où on s'engageait résolument pour accélérer le progrès en PSPP. Ceci sera notre 3e webinaire de suivi de la Réunion mondiale sur le PSPP et je suis particulièrement contente qu'il sera consacré aux enseignements tirés de nos collègues de l'Afrique francophone. J'aimerais tout brièvement remercier notre partenaire de la Fondation de ONU pour leur accueil, comme nos fabuleux partenaires et collègues techniques de GHPIGO. Avant tout, merci à tous les participants pour votre appui continu et pour votre conviction et la valeur de l'accélération de l'accès à la planification familiale pour les femmes et filles postpartum. Je viens de revenir de la conférence sur la santé des mères et des nouveau-nés et des enfants à Mexico la semaine dernière, où j'ai eu l'occasion à 7 heures du matin de mettre un groupe de 70 personnes au courant de notre travail dans le domaine de la PSPP. Même si la réunion a été très tôt le matin, sachez que nous étions accueillis avec un appui enthousiaste de nos collègues du domaine de la santé maternelle et infantile qui attend avec l'impatience le résultat de notre effort concerté d'intégrer et d'accélérer la planification familiale pour le postpartum. Dans cette optique, j'aimerais attirer votre attention sur la page web au sujet de la PSPP sur le site de Family Planning 2020. Là, vous trouverez le 16 plan national de PSPP, les stratégies et les fiches de travail sur lesquelles vous avez travaillé si fort durant et après la réunion de Chiang Mai. Nous sommes ici aujourd'hui pour entendre et pour apprendre des expériences de nos collègues de la RDC et de Madagascar. Il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises réponses. Le but est d'avoir une franche conversation des réalités dans l'application de nouvelles stratégies et plans d'action et d'aider nos collègues à surmonter de nombreux défis qui se dressent devant le progrès. Mais avant de commencer, nous aimerons partager quelques astuces pour assurer le bon déroulement de la réunion. Pour ceux qui joignent en ligne, vous verrez plusieurs rubriques sur votre écran. Parmi elles, une présentation PowerPoint pour que vous puissiez suivre la discussion. Pour ceux qui rejoignent au téléphone, nous vous avons envoyé la présentation PowerPoint hier. Veuillez-vous y référer pour suivre la discussion. Et à la fin de la webinaire, nous sommes enverrons un email pour brièvement sonder vos opinions sur la valeur du webinaire et pour toute suggestion afin d'améliorer au futur. Chez PS 2020 et GHPIGO, la porte est toujours ouverte à vous. Notre ordre du jour aujourd'hui est un peu moins chargé d'habitude. Dans quelques instants, je céderai la parole à nos collègues nationaux. De la RDC, nous avons Dr. Vicky Mbutu du Programme national de santé de la reproduction. Et après ça, nous avons du Madagascar, nous accueillons Dr. Hengo Nirana. Et avant, c'est Anne Fitzer qui est ici avec moi, chef de l'équipe technique de la PF du programme Survie maternelle et infantile à GHPIGO. Nous allons conclure la réunion par une séance de questions et réponses modérée par Anne. Très bien, on va commencer bientôt avec RDC. Est-ce que Dr. Vicky, vous êtes prête à commencer? Oui. Oui, très bien. Merci. Oui, je vous écoute. Je suis prête pour commencer. Donc bien, Très allez-y. Très bien. On y va. Avec vous. Ok, merci pour la parole. Oui, c'est Dr. Vicky du Programme national de santé de la reproduction. Nous allons essayer de vous donner l'économie de notre travail en tenant compte du canevas que vous nous avez envoyé.
Bon, par rapport, en suivant les canevas, par rapport au premier point, qui se rapporte aux informations sur la planification familiale en post-partum, nous avons des informations par rapport aux indicateurs et des données. Par rapport aux indicateurs, nous avons le nombre annuel de naissances pour notre pays. Ce nombre annuel est 3 414 828 naissances. Et le taux de prévalence contraceptive moderne, nous sommes à 8%. Par rapport au taux de l'accouchement assisté au niveau des structures de santé, là, nous sommes à 79,9%. Pour ce qui concerne les intervalles entre les grossesses, nous avons les différentes tranches disons, de mois par rapport aux intervalles entre les grossesses. Entre 7 et 17 mois, nous avons 10,4%. Et entre 18 et 23 mois, c'est 7,7%. Et entre 24 et 35 mois, c'est 38,3%. Et entre 36 et 47 mois, nous sommes autour de 19%. Par rapport au pourcentage des besoins non satisfaits des planifications familiales, là, nous sommes autour de 28%. Et par rapport au pourcentage des besoins prospectifs en planification familiale du post-partum non satisfait, nous sommes à 55% pour l'espacement des naissances et à 16% pour la limitation des naissances. Et le taux de vaccination pour la 3e dose du série polio-tétanos, nous sommes à 60,5%. Par rapport à notre plan d'action, oui, dès que nous sommes rentrés au pays, l'équipe de Thaïlande, nous avons pu faire notre rapport acquis des droits. Et après avoir fait le rapport des missions, nous avons élargi notre équipe pour continuer à travailler sur le plan d'action. Nous avons dans notre équipe, hormis l'équipe qui était à Thaïlande, à Chiang Mai, nous avons ajouté d'autres experts du pays pour finaliser notre plan d'action. Et par rapport à ce plan d'action que nous avons finalisé, nous avons retenu 3 activités principales pour renforcer notre planification familiale en post-partum immédiat dans les structures sanitaires, en visant surtout l'aspect et des accouchements. Donc, il y a eu 3 activités principales que nous avons retenues. La première activité que nous avons retenue, c'est en rapport avec la création de la demande. Et la deuxième activité, c'était en rapport avec l'augmentation de l'accès aux méthodes de planification familiale. Et la troisième activité, c'est en rapport avec le renforcement du suivi et l'évaluation à tous les niveaux. Par rapport à chaque activité retenue, il y a eu des sous-activités, des tâches. Donc, je peux citer quelques tâches que nous avons retenues. Par exemple, par rapport à la création de la demande, il y a sous-activités que nous avons retenues. D'abord, l'élaboration d'une stratégie de communication en planification familiale en intégrant l'aspect planification familiale en post-partum. Il y a eu aussi la révision des outils de support éducatif et la formation des prestataires aussi que nous avons retenus. Et ensuite, faire l'intégration de la planification familiale en post-partum dans les autres services tels que la nutrition, la vaccination et les soins curatifs. Et par rapport à notre deuxième activité que nous avons retenue, qui est l'augmentation de l'accès aux méthodes de planification familiale, et surtout en post-partum, il y a des sous-activités telles qu'élargir la gamme des méthodes en post-partum immédiat. Et il y a une réunion d'adoption des directives, de nouvelles directives, par rapport toujours à la planification familiale en post-partum et d'autres activités, c'est en rapport avec la formation des prestataires. Et par rapport à notre troisième activité, le renforcement du suivi et l'évaluation à tous les niveaux, il y a des sous-activités telles que les plaidoyers pour l'intégration des
la pêche, surtout en poste par comme dans d'autres services, et l'intégration des éléments dans le justice des autres services tels que la nutrition, la vaccination, le soins curatifs. Et il y a aussi les réseaux périodiques que nous avons retenus et de supervision. Ça, c'est par rapport à notre plan d'action que nous avons élaboré, ce que nous avons fait après notre étude. Donc, nous avons finalisé notre plan d'action et nous avons aussi budgétisé ces plans d'action. Par rapport aux défis, les défis actuels qui sont très contractuels, il y a d'abord l'incertitude par rapport à la disponibilité des fonds pour mettre en œuvre notre plan d'action. Et deuxième défi, c'est la difficulté à harmoniser les agendas des acteurs clés et aussi l'adaptation par rapport aux réformes institutionnelles en cours dans notre pays. Parce qu'il y a des réformes qui sont en train de se faire dans les secteurs de la santé. Et bon, ces réformes peuvent entraîner, disons, la mobilité de certaines personnes. C'est ça notre défi. Il y a aussi un autre défi que nous avons retenu, c'est la résistance au changement. Quand il y a des changements, il faut toujours s'attendre à cela, mais il y a toujours moins de surmonter ces résistances-là. Là, ce sont les défis actuels que nous avons retenus. En rapport avec les opportunités futures, il y a, disons, la vulgarisation et l'appropriation du plan de mise en œuvre à différents niveaux du pays, au niveau du gouvernement, chez le partenaire, même au niveau opérationnel. Et la révision de la stratégie de communication en pêche et des études techniques et éducatifs pour inclure la planification familiale en poste par tom et l'intégration de la planification familiale avec les autres services de santé, tels que la nutrition, les soins curatifs, la vaccination. Et aussi l'intégration des implants et des pilules progestatifs comme méthode de contraception disponible en poste par tom immédiat en suivant les directives actuelles de l'OMS. L'utilisation de la planification familiale en poste par tom comme conduit pour renforcer le système de suivi et l'évaluation à tous les niveaux du système sanitaire. Je crois que ce sont là ce que nous avons préparé pour vous présenter par rapport par rapport au canevas qui nous avait été remis pour ces webinaires. Allô? Merci beaucoup, Dr. Vicky. C'était très, très fort votre présentation. Et pour les autres, si vous pouvez poser vos questions en tout temps pour la rubrique questions-réponses sur votre écran. Il va y avoir également occasion pour prendre des questions des participants au téléphone. Donc, si vous voulez envoyer ceci par email à Lindsay Brettop, Lindsay c'est à GH Piago, et peut-être Anne peut donner le renseignement. Oui, j'avais écrit son email adresse dans la boîte de chat. Je vais peut-être le rajouter encore une fois pour que vous puissiez soit lui envoyer les questions à travers le bouton Q&A, ou bien par email directement. Mais maintenant, tu veux que je continue? Oui, on va passer la parole à Dr. Heingo de Madagascar. Dr. Heingo, vous êtes prête? Oui. Allô? Oui, Allô? Dr. Hango? Oui. Et pour les autres, Dr. Hango, c'est responsable de la planification familiale, direction de la santé familiale avec le gouvernement de Madagascar. On vous passe la parole. Oui. Merci de m'avoir passé la parole. Tout d'abord, je voudrais présenter les participants qui sont présents ici.
tout d'abord, Madame le directeur de la santé familiale et son équipe. Ensuite, il y a aussi les équipes partenaires comprenant le NFPA, SAIT, où il y a le projet MAIEFA et le MCSP et ensuite l'OMS. Donc ici, nous sommes à peu près une dizaine de personnes. Par rapport à la présentation, il y avait déjà le canevas que vous avez commis sur les informations concernant le PSPP à Madagascar. Le nombre annuel de naissances a été estimé à 763 130. La Attendez, Dr. Hango. Dr. Hango, vous êtes toujours en ligne, on ne vous entend pas? Allô, est-ce qu'on vous a perdu? On va recommencer. Should we reconnect her? Non. Merci de patienter quelques minutes, on va essayer de rejoindre Dr. Hango. Dr. Mbutu, nous sommes en train de chercher Dr. Hango, mais il y a quelques questions pour vous. Oui, d'accord. Donc, Dr. Vicky, si vous êtes là, il y avait une question dans la boîte de chat de Trish McDonald de l'USAID qui vous demandait si vous aviez, dans votre groupe d'experts, si vous aviez décidé de commencer par certaines régions ou certaines zones pour la mise en œuvre de la PFTP. Oui, je vous écoute. Oui, par rapport au débit, bon, nous avons privilégié de commencer par la ville province de Kinshasa dans un premier temps, bien que notre plan concerne tous les pays. Allô? Oui, d'accord, merci. Donc, les premiers pas vont se faire dans la capitale et puis le plan va continuer sur les autres zones. C'est bien ça? Pardon. Tu pouvais répéter la question? Non, je voulais juste confirmer que vous aviez dit que les premiers pas vont se faire dans la capitale de Kinshasa, mais que le plan a des ambitions sur toute la couverture nationale, donc sur tout le pays. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Oui, c'est ça. Et Dr. Vicky, est-ce que pourriez-vous nous expliquer ce qui se passe dans la création de demandes? Est-ce que vous faites ça dans la communauté ou avec le mass media ou comment ça se fait? Pardon? Puis vous avez dit qu'une des priorités concernant la demande. Mais comment ça se fait à RDC? Bon, par rapport à la demande, nous avons dit ceci, nous allons commencer par élaborer une stratégie de communication. Nous allons commencer par cela. Et après, nous allons faire la révision des outils, même des supports éducatifs. Après cela, nous allons quand même former les prestataires et nous allons faire la vulgarisation des normes. C'est-à-dire que ça sera à tous les niveaux. Au niveau des prestataires, au niveau de la communauté, de la communauté, nous allons même utiliser les médias. Très bien, merci. Et il y a aussi d'autres questions qui sont venues à travers la boîte de Q&A, de questions-réponses. La première question est de Jennifer Gilbertson qui demande si vous avez déjà commencé à former pour le DU du postpartum. Et pour cette formation du 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 postpartum, quelles sont les catégories d'agents de santé qui seront autorisés à faire la pause du DU en postpartum?
Oui, par rapport au DU en postpartum, parce que vous êtes sans ignorer que nous avons déjà commencé avec cette stratégie dans 2 provinces du pays, c'était à Kinshasa et au Katanga. Donc nous avons déjà commencé avec cela, avec l'appui des PSI. Mais depuis que nous sommes rentrés, ça continue déjà, on continue déjà à faire l'activité dans cette structure qui avait déjà bénéficié de la formation. Mais depuis que nous sommes rentrés dans des styles, on n'a pas encore élargi, disons, l'activité dans d'autres structures de Kinshasa ou de Katanga ou dans d'autres provinces. Et la seconde partie, oui, Dr Mboutou, merci beaucoup pour cette réponse. L'autre partie de la question, c'était par rapport aux catégories de professionnels de la santé qui sont autorisés à faire la pause du DU. En passant. Oui, les prestataires, c'était les médecins et les infirmiers, les sages-femmes. Est-ce que c'est les sages-femmes qui font la plupart des accouchements ou c'est les infirmières ou accoucheuses? Oui, ce sont les infirmières accoucheuses et les sages-femmes parce que vous savez que nous avons des problèmes pour les sages-femmes, hein? Mais ce sont les deux catégories de personnels qui les font, les infirmières accoucheuses et les sages-femmes, bien sûr aussi, les médecins aussi font des accouchements. Mais c'est surtout les infirmières accoucheuses et les sages-femmes. Très bien. Ok, très bien, merci Dr Mboutou. Maintenant, je vais vous demander une autre question, cette fois-ci de Dr Baholi Ranjana Solo du Madagascar, qui vous pose la question par rapport aux bailleurs de fonds. Il demande si vous avez déjà elle vous demande s'il y a déjà quelques bailleurs qui osent s'intéresser ou si avec le budget actuel que vous avez, vous pouvez déjà faire quelques activités sans nouveaux bailleurs, sans nouveaux fonds externes. Merci. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, par rapport aux bailleurs, hein? C'est ça. Oui. Bon, il y a déjà l'ISAID qui s'intéresse à élargir, à la planification en post-partum, à élargir toute la gamme, surtout par rapport au PPID et à introduire aussi les implants en post-partum immédiat. Mais nous avons dit que, et la fondation GET aussi, mais nous avons dit par rapport aux défis, que vous avez bien suivi que les ressources financières, là, c'est un grand défi pour nous. Ça va, nous sommes ensemble, hein? Oui, nous sommes ensemble. Je ne savais pas si vous alliez continuer. Ok. Donc, merci pour cette réponse. J'espère que Dr Baholi est satisfaite. Maintenant, il y a encore une question qui vient d'arriver de la part du Dr Sigeplea. Je ne sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour les collègues de PSI qui sont avec vous, mais c'est par rapport à comment, dans les programmes de DUPP, comment se fait la coordination entre l'unité de consultation prénatale et la salle d'accouchement. Est-ce que le counseling se fait avant l'accouchement et est-ce qu'il y a une communication, un lien entre la décision prise par la femme en CPN et le moment où elle arrive pour l'accouchement? Et éventuellement avec l'unité de PF aussi. Oui, oui, c'est dans un lien avec le PSI. Je peux répondre à cette question. Juste pour dire que le counseling se fait vraiment de manière continue parce que au niveau des CPN, nous avons des communicateurs communautaires qui font la communication pendant les grands jours de CPN. Et pendant ces journées donc d'éducation sanitaire, le sujet de la PF en postpartum est abordé. Donc les femmes
sont sensibilisées déjà pendant la CPN. Alors, quand elles viennent aussi pour accoucher, là, nous avons formé des prestataires pour faire une sensibilisation encore plus approfondie sur la PF en postpartum. Donc, la sensibilisation, si on veut, se fait de manière continue dans les établissements qui fournissent le PPAID. Est-ce que ça répond à la question? Oui, je pense bien. On va laisser à Dr. Tsiguet de taper une question de suivi s'il le faut. Donc, on a parlé du DU postpartum, on a parlé des implants dans le postpartum immédiat, mais je me demande aussi si la RDC a discuté dans votre groupe, si vous avez discuté sur la MAMA et comment mettre en œuvre des stratégies pour promouvoir la MAMA. Et si vous avez des idées nouvelles dans ce sens-là. Oui, par rapport à la maman, bon, les sensibilisations se font déjà pendant le CPN, à l'accouchement, tout ça, on fait déjà des sensibilisations par les prestataires et les communicateurs par rapport à la maman. Mais nous allons quand même renforcer, nous allons essayer de renforcer encore cette activité-là par rapport à l'administration, disons, de la méthode sur la maman. Mais déjà, ça se fait parce que nous avons aussi tout à la conduite de la fécondité qui est une grande, disons, comment je peux dire, institution qui fait déjà, qui s'occupe de cela. Allô? Oui, merci. Allô? Oui. Oui, c'est ça. Donc, ça fait déjà partie intégrante de la méthode. Ça se fait déjà. Ok. Oui, je crois que dans l'enquête, dans l'EDF, c'est assez, on voit que c'est assez utilisé. Donc, je pense que nos collègues de Madagascar sont reconnectés. Donc, on va essayer peut-être de leur passer la parole. Voilà. On va revenir sur Dr. Hango. Dr. Hango, vous êtes là? Pardon, Dr. Hango, je crois que vous étiez sur muet. Mais on va... Non, c'est Dr. Paouli de Madagascar qui est connecté maintenant. Ah, d'accord. Okay, Dr. Paouli. Donc, c'est ça. C'est vous qui allez faire la présentation ou bien... Oui, je peux continuer si vous voulez. D'accord, très bien. D'accord, merci. Merci, Dr. Paouli. Oui, merci. Oui. Allez-y, s'il vous plaît. Commencer? Oui, s'il vous plaît. Oui, donc, je vais revenir sur l'information sur le planning familial postpartum à Madagascar. Donc, notre nombre annuel de naissance est de 763 130. Donc, c'est un nombre de 2014. Le taux de prévalence contraceptive est de 33%. Le taux d'accouchement au niveau des structures de santé est 42%. Et en ce qui concerne l'intervalle entre grossesses, c'est-à-dire de 7 à 17 mois, c'est de 8%. De 18 à 23 mois, c'est de 15%. De 24 à 35 mois, c'est de 34%. Et de 36 à 47 mois, c'est de 19%. Pour le pourcentage des besoins non satisfaits de planning familial, c'est de l'ordre de 17,8%. Le pourcentage de besoins prospectifs en planning familial postpartum non satisfaits est de 65%. Le taux de vaccination en PT3 est de 72%. Donc, sur le taux d'enfants vaccinés avant 12 mois avec année, c'est de 88%. Vous pouvez avancer le deuxième slide. Oui. Pour le plan d'action saillant, il y a les trois axes stratégiques, c'est-à-dire surtout la création de demandes, l'offre de services en planning familial postpartum et surtout création d'un environnement favorable à la
la TS postpartum. Ce qui existe déjà à Madagascar, oui. Les activités depuis Chiang Mai, est-ce que je reviens? L'existence, qu'est-ce qui existe déjà pour le planning familial postpartum? C'est les méthodes longue durée, le DI postpartum et le planning familial de toute méthode après 6 semaines. Ce qui existe maintenant, c'est le planning familial postpartum existe déjà dans 9 régions sur les 22 existantes à Madagascar. Oui, est-ce qu'on peut aller oui, les activités depuis Chiang Mai, on a tenu une campagne nationale de planning familial avec une conférence scientifique sur les innovations en planning familial, c'est-à-dire les plannings familiales postpartum. Il y avait donc une présentation faite par Dr. Ingres, le Sayana Press, faite par Maïefa de l'USAID et de l'implanant NXT. Durant cette réunion, il y avait 200 participants. On a aussi pu finir la signature de l'engagement de planning familial 2020, signé par la première dame de Madagascar, le ministre de la Santé publique, et puis le Premier ministre en personne. Il y a aussi le renforcement de la capacité des prestataires en santé maternelle et infantile sur la planning familiale postpartum, incluant surtout le counseling. Et aussi, il y avait le renforcement de l'offre de services au niveau communautaire. Est-ce qu'on peut avancer, s'il vous plaît? Oui, et surtout, renforcement de plateaux techniques, dotation matériel et équipement nécessaires, ressources humaines selon la possibilité. Mais en plus de tout cela, il y avait les formations au niveau donc de domaine public et surtout aussi au niveau privé. Slide suivant, s'il vous plaît. Les défis actuels ou défis potentiels. Le défi numéro 1, c'est l'évaluation et réactualisation du plan stratégique de planification familiale de 2016 à 2020. Deuxièmement, c'est le renforcement des capacités des agences de santé de planning familial du postpartum au niveau de 22 régions de Madagascar. Car comme on a dit tout à l'heure, c'était jusqu'à maintenant, c'est au niveau de 9 régions. Le défi numéro 3, c'est la réactualisation de la loi PF en tenant compte de la pratique de l'APF pour les jeunes. Pour information, cette proposition de loi est déjà au niveau du ministère de la Santé et de la Justice, mais on attend donc ce qu'il a, si il approuve, et puis on va envoyer au niveau du Parlement après. Next slide. Le slide suivant, s'il vous plaît. Le défi numéro 4, c'est le renforcement de la coordination des interventions. Ce qu'on voit maintenant, c'est que le côté public fait des activités de l'autre côté, et aussi le côté privé aussi fait de l'autre côté. Donc, il faudrait vraiment coordonner ces interventions. Le défi numéro 5, c'est l'amélioration du système de suivi. Le défi numéro 6, c'est la documentation de bonnes pratiques. Comment capitaliser ces bonnes pratiques qu'on a fait jusqu'à maintenant? Le slide suivant. Donc, le plan et opportunités futures, comme activité numéro 1, c'est vraiment développer un plan d'action pour la mise en œuvre du PF 2020. En activité 2, c'est mettre à jour les documents de travail, normes et procédures, les critères d'éligibilité de l'OMS. L'activité 3, c'est mettre à jour les guides techniques en intégrant les plannings familiales postpartum. L'activité 4, c'est développer les job tests au niveau de santé maternelle et infantile
et surtout pour le planning familial postpartum. Et comme activité 5, c'est étendre la formation des agents de santé en méthode de longue durée postpartum, comme le baby postpartum, l'implanton et pourquoi pas le des 30. Suivant, le slide suivant. L'activité 4, c'est former les agents communautaires en counseling en sensibilisant sur l'offre et la référence de PS postpartum. Comme information, les agents communautaires Madagascar, ils peuvent offrir les méthodes comme les pilules et le dépôt Provera. Donc, en augmentant la sensibilisation et la référence vers pour le planning postpartum, nous pensons bien qu'il y aura une augmentation de la prise de planning familial postpartum. Comme activité numéro 7, c'est réactualiser les stratégies nationales comme les changements de comportement, la santé de production, en incluant donc la planning familiale postpartum. Comme activité 8, vraiment développer les outils de suivi. Comme activité 9, donc organiser une conférence nationale planning familial, incluant tous les intervenants multisectoriels en planning familial pour la coordination de la mise en œuvre du PS 2020 et du planning familial postpartum. Suivant. C'est tout, merci. Ok, merci Dr Baholi et toute l'équipe de Madagascar. Dr Hein nous disait que vous étiez une dizaine dans une des salles ensemble, donc c'est une bonne chose. Merci de votre grande participation. Maintenant, j'invite tous les participants à faire des commentaires dans la boîte Q&A, questions-réponses. Et nous allons poser ces questions soit au Dr Mbutu, soit au Dr Baholi. Mais avant qu'on ne reçoive des questions, je voulais vous demander d'approfondir un peu sur le statut des agents communautaires. Si j'ai bien compris, au Madagascar, il y a une nouvelle stratégie par rapport à la santé communautaire et vous avez un nouveau type d'agent. C'est bien ça qui est reconnu par l'État et qui est payé peut-être? Je ne sais. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ces Oui, c'est ça. Allez-y. Oui, je n'ai pas le nombre exact des agents communautaires, mais c'est aux environs de 15 000 femmes et hommes. Et donc, ils sont dans la communauté et ils, comme je viens de dire, ils peuvent offrir, donc ils font d'abord la sensibilisation et puis ils peuvent offrir les méthodes de courte durée comme les pilules et le dépôt Provera. Et est-ce qu'ils sont rémunérés? Quels sont leurs niveaux pour être recrutés? Comment se fait le recrutement et quels sont leurs niveaux? Et est-ce qu'ils sont rémunérés par l'État ou bien ils sont volontaires? D'abord, ils sont volontaires et outre au niveau intellectuel, hein, nous ne sommes pas comme critère. Oui, je ne sais pas si vous connaissez, ils ont au moins le certificat de BEPC, c'est-à-dire au niveau 3e. Mais surtout, un des critères, c'est vraiment la bonne réputation au niveau de la communauté. Est-ce qu'ils ont une bonne réputation pour qu'ils puissent être recrutés au niveau de la communauté? Mais c'est surtout USAID qui finance les activités avec les agents communautaires. Et moi, par exemple, je travaille avec Marie Stokes et nous avons pu l'année dernière, cette année même, former 500 agents communautaires sur la qualité de service. Comment c'est par exemple, offrir des services centrés sur le client, améliorer la prévention des infections, tout cela, suivi d'une supervision faite par le médecin au niveau des centres publics et même des consultants
Et aussi les agents les agents qui travaillent chez nous au niveau de Madagascar. Merci bien, Dr. Baroli. Je vois que Allô? Dr. Rengo voulait aussi qu'on entende quelques mots de Dr. Robertine, mais je ne sais pas si Dr. Robertine est en ligne. Ah oui. Grâce à politique, à Madagascar, la santé communautaire a déjà sa politique nationale de santé communautaire et les critères pour recruter les agents communautaires sont déjà définis. Ce sont des agents volontaires, mais ils sont motivés par les prix des médicaments au niveau communautaire et aussi par d'autres motivations comme les déplacements dans des réunions ou des regroupements. Et nous avons 34 000 agents communautaires à Madagascar parce que c'est 2 agents communautaires par Turkane. Et nos agents communautaires offrent les services de sensibilisation, counseling. Ils appliquent les choix libres et family planning. Ils font les comprimés et aussi les injectables. Et actuellement, Madagascar est en train de faire entrer le Sayanapress, qui est beaucoup plus facile à faire au niveau communautaire. Voilà, pour nous. Hein? Oui, Fouksane, c'est vraiment le village, hein, la base tout en bas de... Oui, oui. Ça va? Très bien. Oui, merci, c'est bien. Oui, effectivement, la Sayana Press va être beaucoup plus facile à manipuler par les agents communautaire. Donc, c'est une très bonne initiative. J'ai aussi vu dans la boîte de chat... Allez-y. Et actuellement, à Madagascar, c'est SNIAP qui va d'abord fournir les Sayana Press. Voilà ce qui se passe. Mais nous, les USAID, on finance plutôt la facilité de travail, de formation, de supervision des agents communautaires. Oui. Ah, toujours avec le ministère de la Santé qui est notre premier partenaire. Ils sont les leaders et nous sommes les appuis techniques. Merci. D'accord, merci. Merci bien. Et Dr. Rango disait aussi qu'il y a un processus en cours pour faire une évaluation de l'intégration de la PAS. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire quelques mots davantage là sur cette évaluation? Oui, actuellement, un consultant est en train de faire l'évaluation de mon secteur RCF qui va durer de 2016 à 2020. Et puis, il y aura aussi en même temps l'évaluation de la sécurisation des produits de la santé et de la reproduction. Après l'évaluation, il y aura un plan d'action jusqu'en 2020 pour ces 2 plans. Mais je pourrais vous passer aussi Dr. Jeannette pour continuer. Donc, nous vous passons Dr. Farah. Donc, en plus des 2 études dont vient de parler Dr. Ango, Jeannette qui finance le ministère pour notre évaluation. Allô, je peux parler? Oui, donc, oui, actuellement, oui. Donc, notre évaluation était programmée. C'est l'évaluation de l'intégration de la planification familiale du postpartum avec la santé maternelle et infantile. Oui, donc c'est pour voir qu'est-ce que se fait actuellement, que ce soit au niveau politique, stratégique ou bien au niveau prestation de services. Et après cela, donc, le consultant va donner des recommandations pour améliorer, pour renforcer donc cette intégration. Ok, merci, très bien. Alors, ici, nous sommes, il y a beaucoup d'entités ici. Est-ce que je peux vous donner la parole à l'OMS et puis à Madame le directeur? Oui, bien sûr. Allez-y. Bonjour. Bonjour, c'est le Dr. Massi de l'OMS, mon pays. Non, nous, l'OMS, nous allons nous positionner sur le suivi évaluation
et évidemment sur la réactualisation des documents et des directives de l'OMS, notamment sur l'éligibilité aux contraceptifs. Merci. Donc l'aspect que l'OMS va appuyer, c'est le suivi et évaluation, vous disiez. Et est-ce que vous avez déjà des perspectives de comment ça va se faire? C'est-à-dire qu'ici à Madagascar, c'est le ministère toujours qui lead. Et nous, au niveau du pays, on a un groupe technique. Donc c'est le groupe technique qui détermine aussi bien, qui développe le plan et qui prépare, qui développe les suivis évaluations. Et nous, on accompagne le pays. Voilà. Oui, merci. Je pense qu'il y a une autre question. Oui, Mam Nyang de la RDC, de la part de Dr Claudine en RDC, demande comment est-ce que le Madagascar a pu être si rapide pour avoir un engagement du gouvernement au niveau politique si haut, si rapidement après la réunion, puisque c'est arrivé même jusqu'au Premier ministre. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui a fait que vous avez pu y arriver aussi rapidement? Oui, merci beaucoup pour la parole. Donc, en tant que ministère de la Santé, tout d'abord, c'est le ministère de la Santé qui assure le leadership dans ce sens. Donc, pour arriver à l'engagement, des réunions se sont succédées en collaboration avec les PTF. Et c'était lors de la tenue de la campagne PF qu'on a signé l'engagement. Ça a été signé par le Premier ministre, chef de gouvernement, et l'épouse de la Première Dame, épouse du président de la République de Madagascar, et le ministre de la Santé publique. Et en tenant compte que nous avons réactualisé la feuille de route et on s'est focalisé sur l'utilisation des méthodes de longue durée. Merci beaucoup. D'accord. Nous avons aussi noté qu'il y a beaucoup de représentants du Madagascar qui vont être à la conférence internationale sur la PF le mois prochain en Indonésie. Pardon. Il y a plusieurs représentants de la RDC, je m'excuse, qui vont être à la conférence. Et on se demande si les représentants de haut niveau de la RDC vont faire des remarques concernant la PFPP dans leur discours officiel. Ça, c'est pour Dr Mbutu ou Mam. Oui. Oui, je peux répondre pour dire qu'on prévoit effectivement la présence du Premier ministre et d'une délégation de ministres qui viendra avec lui, de 4 ministres, notamment le ministre de la Santé, le ministre du Plan, le ministre du Genre et de la Famille, et je pense le ministre de l'Éducation seront présents. Donc, effectivement, il y aura une délégation au plus haut niveau du gouvernement. Et donc, ce sera vraiment l'occasion. Ils auront 2 interventions, l'une pendant une plénière, donc sur l'APF, et une autre, un événement spécial sur le Congo émergent. Donc, effectivement, ce sera l'occasion de renforcer ou de confirmer l'engagement du gouvernement dans les questions de PF en postpartum spécifiquement. Excellent, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, mesdames et messieurs les participants, veuillez les taper dans la boîte. Sinon, je me demande si la RDC a une question pour le Madagascar ou le Madagascar a une question pour la RDC. L'UNFPA, il y a une personne, l'OMS, il y a une personne, et
l'IMCSP, une personne et l'USAID. Mais il y a une personne également. D'accord, donc, et puis vous aviez dit aussi que le directeur voulait peut-être dire quelques mots. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, allez-y, puisque on ne sait pas qui a sa main levée. Allô, oui, c'est toujours de Madagascar. Hein. C'est juste une spécificité, je ne sais pas comment ça se passe en RDC, mais pour nous, à Madagascar, le planning familial étant une composante à part entière des services essentiels de santé de la reproduction, donc que ce soit en situation normale ou en situation de crise humanitaire, le ministère de la Santé avec ce partenaire fait toujours en sorte qu'il y ait cette accessibilité aux services de PS malgré la situation de crise humanitaire. Et ça fait partie du dispositif minimum d'urgence du DMU. Et donc, ce sera dans la phase de relèvement ou par rapport aux offres de services au niveau que ce soit des formations sanitaires, que ce soit au niveau communautaire, on essaie de rétablir cette accessibilité aux services de PS. C'est juste la remarque qu'on aurait voulu faire par rapport à Madagascar. Voilà, merci. Très bien, merci. Oui, dans les situations humanitaires, c'est une très bonne chose d'avoir aussi cet apport, cet ajout de la PF du postpartum comme de la PF en général. Maintenant, bon, je crois que je vais remercier... Allô? Pardon? Allô? Oui, allez-y. Allô? On voulait Oui, juste poser une question. On voulait savoir quelle est l'expérience de la RDC en matière d'accès des adolescents à la contraception. Qu'est-ce que la loi prévoit et comment ils s'y sont pris? Bonne question. Allô? Allez-y. Oui, on Oui. vous écoute. Par rapport à la loi pour les adolescents à la pêche, jusque-là, il n'y a pas encore, disons, des lois. Mais nous avons quand même un programme national, des programmes nationaux de santé des adolescents qui a élaboré la politique par rapport à la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Par rapport à cette politique, pour les adolescents, normalement, c'est quoi? L'abstinence, l'abstinence par rapport au rapport sexuel. Mais, on donne quand même aux adolescents des informations par rapport à la sexualité, par rapport à la reproduction. Ils ont droit à toutes ces informations-là. Est-ce qu'il y a des perspectives pour changer cette situation, pour donner droit non seulement à l'information, mais aussi aux contraceptifs eux-mêmes? Bon, il y a des ateliers, il y a des réunions qui se tiennent par rapport à, disons, à la planification familiale des jeunes et des adolescents, mais jusque-là, il n'y a pas encore, disons, des consensus. Et des directives qui sont sorties. Ok, d'accord, très bien. Ok, eh bien, merci à tous. Je crois que je vais remercier la grande équipe de Madagascar qui nous a rejoints aujourd'hui, et ainsi que nos représentants de la RDC. Merci beaucoup. Je crois qu'on a eu une bonne discussion. Et on va se retrouver, quelques-uns d'entre nous vont se retrouver à la prochaine réunion internationale en Indonésie. Mais entre-temps, vraiment, je vous remercie des efforts de préparer cette présentation et de continuer avec le travail au niveau des pays, au niveau de vos groupes techniques et d'experts. C'est vraiment encourageant de voir que vous avez relevé le défi qui a été lancé à Chiang Mai et que vous continuez dans la route pour faire que toutes les femmes en postpartum aient accès à la PF. Donc, je vous remercie à tous et je remercie les participants qui nous ont rejoints et qui ont posé vos questions dans les différentes avenues possibles à travers notre plateforme.
Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Oui, Merci à vous. Merci beaucoup. Nous souhaitons de vous voir en Indonésie aussi. Ok, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, je retrouve notre... Allô?